Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être extrêmement nombreux dans cette jolie salle qui nous est prêtée par l'hôpital universitaire de Strasbourg. On va beaucoup parler ce matin des femmes dans les métiers de la chirurgie, à la fois en France, en Europe et dans le reste du monde, puisqu'on a beaucoup d'internationaux qui sont en face de nous. Et on a la chance d'avoir Monsieur Galli qui va faire l'ouverture de cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, dans cette salle des fêtes qui revit un peu, parce que c'est vrai que depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est un lieu qu'on a laissé fermé compte tenu du contexte sanitaire. Et nous sommes aujourd'hui très heureux d'avoir cet événement, de partager cet événement, de vous voir si nombreuses et si nombreux sur une thématique et une conférence et des conférences qui vont être fort intéressantes autour de la place des femmes dans les métiers de la chirurgie. C'est évidemment l'occasion pour moi d'accueillir très chaleureusement, en mon nom bien sûr, mais au nom de l'ensemble des professionnels hospitalo-universitaires de Strasbourg, l'Académie de chirurgie. C'est un honneur de vous accueillir dans notre belle ville. Et puis également toutes les représentations institutionnelles. Je pense en particulier au Collège national de gynécologie de France, à la Société internationale de scénologie ou à l'International School of Scénologie. Je pense évidemment aussi à toutes les institutions que vous représentez et tous les sponsors qui sont mentionnés derrière moi sur le tableau. Je crois que vous m'entendez mieux. Je ne bouge plus. C'est un saboteur. Bon, je vais partir de l'hypothèse que vous avez quand même entendu mes premiers mots, donc je ne recommence pas. Je salue et je remercie les sponsors qui apparaissent derrière l'écran. La chirurgie, c'est un métier probablement exceptionnel. Évidemment, je ne l'exerce pas, mais c'est un univers spécial. Pour celles et ceux qui connaissent, et beaucoup d'entre vous connaissent évidemment de près le monde hospitalier. Le monde hospitalier, en fait, il y a plusieurs univers. Il y a l'univers de l'urgence, il y a l'univers des services et l'univers très particulier des blocs opératoires dans lesquels j'ai eu l'occasion de me rendre à quelques reprises, organisés, minutés, avec des règles précises de passation des instruments, de réalisation des règles d'hygiène. Et donc c'est un univers à part dans le monde hospitalier, un univers à part souvent considéré comme clos et fermé, on le comprend bien. On ne rentre pas dans un bloc opératoire comme dans le hall d'un hôpital, mais c'est un univers spécifique, attachant. Et le monde de la chirurgie, vous le savez bien mieux que moi, traverse probablement une révolution permise par l'évolution numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, les interventions à distance, les procédures mini-invasives. Donc c'est un métier qui se renouvelle et en ce sens, c'est un métier profondément moderne. C'est un métier d'autant plus moderne qu'il intègre des sujets de société. Évidemment, vous allez parler aujourd'hui de la place faite aux femmes, mais c'est aussi un univers que je sais sensible à la transition écologique, à la gestion des déchets, au recyclage, parce qu'il y a énormément d'initiatives dans les blocs opératoires de France. Je pense notamment à l'initiative Green Bloc, qui montre la sensibilité des métiers de la chirurgie sur ces questions de transition écologique. J'ai évidemment une attention particulière pour les chirurgiens, et donc aujourd'hui les chirurgiennes de l'hôpital universitaire de Strasbourg. Vous le savez, le CHU de Strasbourg, c'est un grand CHU français, et c'est un CHU que l'on qualifie facilement de chirurgical. C'est un CHU qui a des activités chirurgicales importantes, la place de la chirurgie y est importante, et son écosystème chirurgical est très important aussi. Alors je regardais que dans les métiers de la chirurgie, si aujourd'hui à peu près 50% des personnes qui terminent leurs études de médecine sont des femmes, la profession de médecine est aujourd'hui féminisée. Il y a plus de femmes diplômées qui sortent de leurs études que d'hommes. En 2015-2020, donc sur une période tout à fait récente, le nombre de chirurgiens femmes est de l'ordre de 20%. Vous me corrigerez si je dis des erreurs, mais globalement de l'ordre de 20%.
et avec, je crois, par ailleurs, une relative hétérogénéité dans les métiers de la chirurgie, puisqu'il y a 3 spécialités pour lesquelles, globalement, la parité est en passe d'être atteinte: la gynécologie, la chirurgie infantile et l'ophtalmologie. Mais dans toutes les autres spécialités de la chirurgie, la marche est encore importante pour arriver à la parité. Alors probablement que dans les comparaisons internationales auxquelles nous allons nous livrer dans la matinée, il y aura des réponses concrètes pour accompagner ce développement. Est-ce que c'est l'image de la chirurgie, l'image du bloc opératoire, le contexte de spécificité de cette activité qui explique ces chiffres-là? En tout cas, ce type de conférence permet probablement de lever des tabous, de faire découvrir un univers encore une fois passionnant et un univers qui évidemment doit s'ouvrir aux enjeux de la parité. À Strasbourg, évidemment, nous avons des professionnels dans les spécialités que j'ai citées. Évidemment, le professeur Matelin, le docteur Lecointre en gynéco, mais nous avons en chirurgie infantile également Madame Talon. Mais nous avons aussi des chirurgiens dans des spécialités qui sont moins ouvertes aujourd'hui à la parité. Je pense à Madame Peretta ou à Madame Brigand dans l'univers du digestif. Et c'est aussi l'occasion pour moi, évidemment, de saluer les équipes du CHU, à Madame Faka qui s'occupe de SOS Main, à Madame Leger, première PUPH de chirurgie vasculaire qui exerce au CHU de Strasbourg, à Anne Hollande qui exerce en chirurgie thoracique, à Madame Cellula qui exerce en neurochirurgie. Je sais que l'exercice de citer est un exercice qui suppose beaucoup de stress de la part de celui qui prononce parce que j'oublie des noms. Et donc je m'excuse d'avoir pris quelques exemples pour montrer que notre CHU, évidemment, œuvre à cette féminisation des spécialités chirurgicales avec les quelques exemples que je viens de donner. Voilà, je ne serai pas plus long dans ce mot d'accueil. Encore une fois, merci à l'Académie de chirurgie d'avoir choisi Strasbourg pour cette journée délocalisée et je vous souhaite de fructueux échanges. Oui, au nom de l'Académie de chirurgie, d'abord je remercie bien sûr Monsieur le Directeur Général et Carole Matelin et tous les collègues qui sont là ce matin. Et je veux donner la parole à notre collègue académicien, le professeur Jacques Marescot, président de l'IRCAD, que vous connaissez tous et qui nous fait l'honneur également de nous recevoir cet après-midi au sein de l'IRCAD. Merci, Monsieur le Président de l'Académie, mon cher Albert Claude. Merci Carole pour cette invitation. D'abord, merci à l'Académie de se délocaliser à Strasbourg pour la deuxième fois. La dernière fois, c'était en mai 2014. Merci de venir à l'IRCAD cet après-midi. Mais ce matin, on n'est pas là pour ça. On est là pour fêter les femmes et les problèmes peut-être des femmes en chirurgie. Alors d'abord, il faut être factuel. De toute ma carrière, je n'ai jamais connu une femme chirurgien médiocre. Ça ne veut pas dire que j'ai connu des hommes chirurgiens médiocres, je ne l'ai pas dit, mais je n'en ai jamais connu. Et quand vous analysez... Alors où est le directeur général? Il est parti déjà. Ah non, il est là-bas. Non, il disait qu'il y a 20% de femmes qui choisissent la chirurgie. Moi, j'ai la chance à l'IRCAD, je pense que c'est l'inverse. On doit avoir plus de 70% de femmes qui viennent d'un peu partout, et on est très fiers. Alors les femmes, c'est factuel aussi, elles ont révolutionné la chirurgie. Si je parle des femmes actuelles, il y a Barbara Bass aux États-Unis qu'on connaît bien, qui a été la présidente de l'American College of Surgeons. Il y a Patricia Silla de Mount Sinai Hospital. Et puis je vois Claire Fekete ici. Claire Fekete, mais attendez, on ne pouvait pas être professeur en pédiatrie, François Beck me l'a dit, si on n'allait pas faire allégeance, et d'ailleurs ils y prenaient toujours énormément de plaisir, à Madame Fekete, qui a bouleversé la chirurgie pédiatrique dans le monde. Puis il y en a d'autres, il y a Francine Leca à Paris, que vous connaissez, qui a créé cette chaîne de solidarité pour aller opérer les enfants dans différents pays. Et puis ici, on a, rien qu'ici, eh bien, on a Sabine Sarnoki qui est bien sûr à Necker, on a Carole Matelin, tout le monde connaît Carole Matelin comme elle a révolutionné la chirurgie du sein. Et puis Silvana Peretta qui est chez nous. Alors bien sûr, c'est celle que je connais le mieux, mais pour moi, Silvana Peretta, c'est l'exemple d'une femme qui veut faire chirurgie. Elle a fait ses études à Rome, elle a été 4 ans à San Francisco, ensuite bien sûr elle a été
au temple de la chirurgie mini-invasive, c'est-à-dire qu'elle est venue à l'IRCAD, je ne l'ai pas recrutée pour son physique, puisque c'était par téléphone. Et je pense qu'elle s'en souvient très bien, et ça a duré 10 minutes. Et je dois dire que dans le recrutement des femmes chirurgiens qu'on a fait, on ne s'est jamais trompé. Parce que quand vous regardez le caractère d'une femme chirurgien, vous voyez qu'il y a un enthousiasme phénoménal, une passion. Il y a une générosité que ressentent tous les malades, qu'un homme n'a pas toujours. Et puis il y a cette espèce de ténacité et de dépassement de soi. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas être médiocres. C'est tellement difficile qu'elles se battent tous les jours pour arriver, ensuite elles ont des postes extraordinaires. Je vais donner un exemple de difficulté. Silvana Peretta, c'est une pionnière en ce qu'on appelle gastro-entérologie interventionnelle. Elle a fait les premières en France de ce qu'on appelle la chirurgie sans cicatrice, les premières en France de la chirurgie par la bouche sans cicatrice pour l'obésité morbide, etc. Et j'en cite d'autres. Et elle vient de subir une attaque de la société française comment on appelle, de gastro-entérologie, et pathologie gastro-entérologie, une attaque signée par 6 machos qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. C'est-à-dire que celui qui a signé en premier le président de la société actuelle, vous savez, en sciences, on classe, ça s'appelle l'H-index. Alors un prix Nobel, il a 80. Silvana, elle a 40. Mais celui qui a signé, il a 0. Mais il a critiqué parce qu'on n'a pas le droit. Et là, je pense que c'est parce que c'est une femme. Donc, rien n'est facile. Mais pour moi, le fait de discuter, est-ce qu'une femme peut faire de la chirurgie, ça, la discussion est close. Game is over. C'est évident que les femmes ont apporté et apporteront de plus en plus à la chirurgie. Merci pour cette journée. Merci Jacques pour tes bons mots et ton courage. Alors je dis juste ça un petit peu en aparté, tout ce qui va être dit sera enregistré et diffusé, hein. Donc, et en direct. Donc si quelqu'un pose une question, sachez que ce sera retransmis. Merci Jacques. Et là on a l'immense chance d'accueillir Albert-Claude Benamou. C'est notre président de l'Académie nationale de chirurgie. C'est lui qui a absolument tenu à mettre ce thème phare cette année, celui de la féminisation de la chirurgie et des métiers de la chirurgie. Et on est très heureux de l'accueillir à Strasbourg. Merci à tous. Et donc, effectivement, je vais essayer de vous faire un petit panorama à la fois sociologique, psychologique, professionnel, et aussi insister sur finalement les mutations des représentations que nous pouvons avoir et qu'il faut continuer d'avoir sur la place des femmes dans les métiers de la chirurgie, aussi bien dans notre pays que dans beaucoup de pays du monde, en Europe bien sûr, mais également, et je salue ici nos collègues grecs, italiennes et de nombreux autres pays qui sont là pour dire que ce sujet concerne tout le monde et il faut véritablement qu'on en prenne tous conscience. Alors, un petit... D'abord, rendre hommage aux pionnières. Ça démarre à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. En fait, la première femme reconnue comme chirurgienne ou chirurgien est notre ancêtre, collègue, Marie Wilbutchevich, elle a un nom compliqué, Najot, qui est une collègue qui venait de Saint-Pétersbourg. Et à l'époque, fin du 19e, Saint-Pétersbourg, on aimait beaucoup la francophonie et beaucoup de collègues européennes de l'Est venaient faire des études supérieures en France, passer le bac et puis éventuellement commencer des carrières. On connaît tous Marie Curie, venue de Pologne, et qui est devenue celle que nous connaissons. Eh bien, Marie Wilbutchevich Najot, qui a épousé un collègue dont le nom est resté en chirurgie, et donc qui, elle, a été véritablement la première femme chirurgien reconnue mondialement. Et c'est l'Académie nationale de chirurgie, il n'y a pas très longtemps, en 2019, sous la présidence d'un autre collègue, qui avait fait une conférence consacrée à cette histoire des femmes en chirurgie. Et on la voit ici, vous voyez les photos d'époque, hein,
C'est la première à avoir passé le concours de l'internat parce qu'il fallait passer par les filières de l'internat, puis après du clinica, être reconnu par des chefs de service qui leur donnaient un rôle. Et donc Marie W a été véritablement, s'est intégrée complètement dans le métier de chirurgien. Et alors il y a eu une bataille sur qui était-elle vraiment la première. Et une collègue américaine, Emily Dunning-Barringer, vous voyez, was the world's first female ambulance surgeon. Et donc, elle a été importante dans la sécurisation, en particulier dans les grands traumatismes, la guerre, etc. Et donc, déjà, la place des femmes chirurgiens au sein des forces armées, eh bien, elle a été reconnue. Et donc, évidemment, cette collègue a donné lieu à les représentations. Vous voyez que les gens, c'était des pionnières et des héroïnes. Des héroïnes qui ont été célébrées, aussi bien d'ailleurs, alors il y a une autre grande pionnière qui est Suzanne Noël, qui a été reconnue comme étant la première chirurgienne plasticienne esthétique. Et en même temps, alors c'est toute une histoire, il faut lire la bande dessinée qui a été écrite par Leila Slimani, qui est actuellement la conseillère du président de la République et qui est également un grand écrivain qui écrit des romans reconnus. Eh bien, elle a écrit une bande dessinée pour raconter cette vie extraordinaire. Je vous conseille tous de lire cette bande dessinée qui s'appelle À main nue et qui raconte son aventure d'abord de femme, de chirurgien et de féministe. Elle a été la première en France à créer le club des soroptimistes. C'était une espèce de club-service qui avait été imaginé surtout par les Américaines et qui avait lancé les premiers clubs de femmes autour des différents métiers dans la vie, de la progression dans la société. Eh bien, donc, Suzanne Noël a opéré Sarah Bernard. Et puis, surtout, elle s'est illustrée. Pendant la guerre 14, elle est devenue la première à s'occuper des gueules cassées. Et donc, vous connaissez aujourd'hui, alors si ça vous intéresse, on peut retrouver tout ça sur France Culture, qui raconte bien sa vie, pionnière féministe de la chirurgie esthétique. Mais elle a eu une vie à la fois dramatique, parce qu'elle a perdu son premier mari, son deuxième mari, son amant d'abord, puis ensuite ses enfants. Elle a eu une vie très dramatique personnelle, et elle a continué avec force et courage. Elle a continué à faire ce métier, à devenir exceptionnelle. Vous voyez une image de la réparation avec un lambeau, déjà à l'époque, hein, le lambeau. Vous voyez à droite, là, je ne sais pas si ma petite flèche fonctionne. Ici, on voit la réparation du visage d'un blessé de la guerre. Et vous savez, en novembre, le 28 novembre, nous allons refaire avec l'Académie une séance consacrée justement à la place des chirurgiens dans la lutte pour aider les victimes des grandes catastrophes, aussi bien des guerres que des grandes catastrophes naturelles, etc. Et donc, on va reparler de ces sujets avec la Fondation des Gueules Cassées, qui existe toujours, et avec laquelle l'Académie établit des relations très importantes. Donc, vous voyez, des femmes d'exception. On passe des femmes d'exception à nos collègues d'aujourd'hui qui sont des chirurgiens comme nous, et à égalité, qui doivent l'être. Et la chirurgie n'est pas genrée, comme on dit aujourd'hui. La chirurgie, c'est la chirurgie. Elle est exercée par des personnes différentes, avec des qualités, mais on fait tous le même métier et on a tous les mêmes qualificatifs et les mêmes exigences. Et c'est un message très important, à la fois pour nos jeunes lycéennes, etc., pour qu'elles se lancent dans ces métiers à égalité d'ambition avec les hommes. Il n'y a aucune raison d'avoir un plafond dans les ambitions. Alors vous voyez, le cinéma américain, lui aussi, s'est emparé de ces héroïnes, femmes d'exception. Mais on va passer à nos contemporaines, et vous connaissez peut-être tous Marie-Paul Vasquez, qui est chef de service en chirurgie maxillofaciale, infantile, je crois, et qui a été également célébrée à l'Académie de chirurgie. Et dans les mémoires de l'Académie nationale de chirurgie, il y a son intervention qui date de 2019 et qui racontait sa propre vie. Et elle dit « Histoire des femmes chirurgiens, mon histoire débute en 1968, comment elle est devenue chef de service maxillofacial. » Et donc c'est très intéressant de suivre son parcours. Alors évidemment, est-ce que tout ceci a abouti à une situation stable reconnu par tous, non. Non, pas du tout, parce que en fait, le débat sur la féminisation, qu'on va avoir d'ailleurs dans quelques instants, persiste. Et pour quelle raison? Pourquoi c'est comme ça? Eh bien,
nos collègues universitaires sociologues, je vous conseille aussi, alors je me suis plongé un peu dans ces lectures, il y a eu de grandes études sociologiques avec des universitaires de la Sorbonne qui ont travaillé sur pourquoi c'est comme ça, l'évolution de la chirurgie. Et vous voyez, dans ce rapport, peut-être c'est difficile à lire de loin, elle définit, comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, les évolutions même de la chirurgie vers la segmentation, la surspécialisation. Et au sein de ça, il y a bien sûr la féminisation. Et comment on va voir comment progressivement certaines disciplines qui avaient l'air d'être plutôt réservées aux femmes, pour quelles raisons, comme ça, peut-être des représentations qui les poussent à aller dans certains métiers, eh bien, peuvent complètement changer et devenir autres. Et cette évolution est en cours. Et, alors, vous voyez, une autre collègue italienne qui est devenue PUPH dans la région parisienne, à l'hôpital Paul Brousse, spécialisée en transplantation hépatique et pancréatique, Oriana Ciaucio, elle a fait une grande étude avec différents sociologues, dont la plus connue, Emmanuel Zolesio, qui disait une chose qui est importante. Jusqu'à présent, les femmes chirurgiens ont été des exceptions statistiques. Il faut retenir ça. Et donc, on est sorti, il faut qu'on sorte de cette évolution statistique et faire qu'aujourd'hui, dans tous les pays, vous voyez, ici c'est en Inde, mais en même temps, on voit dans un travail qui est sur, je sais plus quel, sur France Info, je crois, chirurgien au féminin, des femmes dans un métier d'homme. Donc les représentations continuent à être, dans les médias, un métier d'homme et pas un métier de femme. On peut se demander pourquoi. Donc la réflexion continue. Et Oriana, elle, dans son travail qu'elle a publié, que vous pouvez retrouver facilement sur Google, hein, il n'y a aucun problème, elle définit, elle, les difficultés que tout le monde ressent quand on fait ce métier, comme l'a dit d'ailleurs monsieur le directeur tout à l'heure, disponibilité permanente, contraintes horaires, activités éprouvantes physiquement, pression sociale, choix entre la vie personnelle et la carrière, et puis surtout, ce sur quoi il faut qu'on travaille, nos petites filles, comme l'a dit notre première ministre, est-ce qu'elles rêvent de devenir un jour chirurgien? Non. En général, on fait les jouets pour les enfants, etc., les petits-enfants, eh bien, les représentations des petites filles, ça va surtout, je veux être maîtresse d'école, je veux être éventuellement ambulancière, dans des métiers au-dessous. Alors que les garçons, ils veulent être pilotes, ils veulent être chirurgiens, astronautes. Et donc, cette réflexion qui doit commencer dès la petite enfance, et vous voyez ce que souhaite Oriana, c'est que, eh bien, femmes pompiers, femmes militaires, femmes pilotes, etc., femmes astronautes, on en connaît tous, mais voilà, et femmes chirurgiens. Et il n'y a aucune raison de ne pas donner ces rêves à nos enfants, à nos filles, à nos petites filles. Alors je ne vais pas être trop long, et alors ce qui a été dit d'ailleurs un peu hier dans les propos introductifs à la mairie, c'est qu'il y a encore le plafond de verre pour les métiers de la chirurgie. Chef de service, 17%. Ça date d'il y a 2 ou 3 ans, mais ça s'est peut-être un peu amélioré. Professeur des universités PUPH, je ne sais pas, Carole, tu nous diras peut-être les chiffres. 19, oui, c'était 14, donc ça, on progresse. Doyenne des facultés de médecine, 6%. Et donc, il faut donc travailler, et certaines collègues américaines disent, pour infiltrer les réseaux sociaux, elles ont lancé un mouvement « I look like a surgeon » dans les médias, et les médias plutôt qui vont vers les femmes. Donc, donner cette idée de cette représentation « je peux être »,« I can »,« yes I can ». Et donc, c'est donc un travail, une lutte au quotidien qu'il faut encore poursuivre. C'est pas pour rien que l'Académie s'empare de ce sujet, parce qu'on est tous conscients du fait que nous aussi, on a un pourcentage de femmes académiciennes qui n'est pas probablement, il faut probablement le corriger progressivement, parce que dans les métiers, alors voilà les statistiques, très rapidement, vous voyez 1984, femmes, 1,4% dans les métiers de chirurgien, et on passe à 2010 à 11,5%. Je n'entre pas dans les détails pour ne pas être trop long. Et puis après, on peut regarder spécialité par spécialité. C'était des rapports de 2005 à 2014. Vous voyez, il y a une progression. Chirurgie générale, on est passé de 6 à 15. Chirurgie infantile, ce que disait tout à l'heure, c'est autour de 30 à 40% maintenant. Maxillofacial, eh bien voilà, ça dépend des années, mais ça reste autour de 20%.
Et puis, on regardera tout ça, vous aurez tous ces éléments. Et on a regardé les statistiques de l'Atlas de démographie médicale du Conseil national de l'ordre. Eh bien, on voit que, quand vous regardez juste en bas, les femmes représentent, rééquilibrage vers la parité, de plus en plus, représentent 59% des moins de 39 ans chez les médecins généralistes, 63% chez les spécialistes médicaux et 47% chez les spécialistes chirurgicaux. Donc le progrès est là, et donc c'est important d'être conscient de l'ensemble de ces données avant de commencer le débat. Mais vous voyez, il y a encore beaucoup d'éléments sur lesquels il faut qu'on discute pour faire progresser dans nos têtes, dans la tête de nos enfants, dans la tête des responsables, l'idée que, comme disait hier le président de l'université de Strasbourg, M. Denken, il disait que si entre l'aptitude à soigner, qui est facilement reconnue aux femmes, l'aptitude à diriger et les moins. Et donc, il disait aussi, il nous a dit que les chirurgiens étaient des dieux et qu'il fallait que, dans la mesure où ils sont des dieux, parce qu'ils décident des autres, et ils décident du devenir des autres, et ils deviennent donc hyper responsables, eh bien, les femmes chirurgiens doivent devenir des déesses, d'être également à égalité, c'est ce que disait monsieur le président de l'université, et donc c'est très important de dire que l'avenir est ouvert aux femmes, bien sûr, mais ça on sait, la femme est l'avenir de l'homme. Merci. Alors, merci pour ton très beau topo. Il y a une seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que tu dis que les petites filles ne rêvent pas de chirurgie. Et alors là, au fond de la salle, tu as des petites filles, tu as des plus grandes filles, tu as des ados, et elles sont là parce qu'elles rêvent de chirurgie. Et ce que tu leur dis les fait rêver, donc elles nous poseront des questions tout à l'heure et tu vas voir, c'est des passionnés.